Sommes-nous seuls dans notre galaxie? Tiens, on entend les grillons. Oui, nous sommes plutôt isolés par ici. Mais d'autres civilisations se cachent-elles quelque part dans les profondeurs de la Voie lactée? Pourrait-elle être mal intentionnée et représenter une menace pour nous? Comme si nous n'avions pas déjà suffisamment de problèmes. Bien, amusons-nous un peu avec cette idée. Des théoriciens ont étudié l'histoire humaine et certains de nos comportements passés les uns envers les autres. Et tout cela n'est pas très rose, bien sûr. Puis, ils ont supposé que nos voisins galactiques étaient tout aussi paisibles que nous. Et ils ont calculé la probabilité qu'on nous envahisse un jour depuis une autre nébuleuse à partir de ces données. Ils ont déterminé que 4 civilisations pourraient nous vouloir du mal. Elles pourraient par exemple chercher à dominer la galaxie. Ou simplement être désireuses de faire une joyeuse partie de domino. Il se pourrait qu'elles soient très avancées sur le plan technologique ou qu'elles viennent tout juste d'inventer de diaboliques consoles de jeux. Pour comprendre dans quelle mesure ces cultures pourraient être développées et à quoi nous devrions nous attendre, il existe un moyen de définir leur niveau de menace. Grâce à une méthode appelée l'échelle de Kardashev, on peut analyser le niveau de développement de nos hypothétiques voisins. Avec 3 niveaux différents, elle examine la quantité d'énergie qu'une civilisation pourrait tirer de son étoile, ce qui nous donnerait une idée de son degré d'avancement. Mais cela ne peut inclure que celles qui maîtrisent la communication interstellaire. Toutes celles qui sont encore à se servir de pigeons voyageurs de l'espace sont donc bien sûr exclues. Le modèle de civilisation numéro 1 a appris à exploiter l'énergie du Soleil, mais seulement celle que ses habitants reçoivent sur leur propre planète. On peut penser aux panneaux solaires par exemple. Le modèle 2 est capable d'utiliser cette énergie de manière directe, à l'aide, mettons, d'une sphère de Dyson. Cette dernière permet d'exploiter toute l'énergie disponible car elle est construite intégralement autour de l'étoile. Enfin, dans le modèle numéro 3, la civilisation sait utiliser tout ce que la galaxie peut lui fournir. Elle exploite non seulement l'énergie des étoiles, mais aussi celle des trous noirs, y compris le trou noir supermassif qui se trouve au centre de la Voie lactée. Ces différents niveaux sont importants pour évaluer dans quelle mesure ces civilisations pourraient être avancées. On estime que la Voie lactée a environ 13,6 milliards d'années. Les humains modernes n'existent que depuis 200 000 ans. Et nous n'en sommes encore qu'au modèle numéro 1. Il est effrayant d'imaginer tout le temps que nos voisins ont pu avoir pour se développer. Nous serions un peu des retardataires en comparaison. Si la Terre a tant de retard, c'est qu'elle est située à la périphérie de la galaxie. Les mathématiciens supposent que les systèmes stellaires plus proches du centre ont eu plus de temps pour progresser. En gardant cela à l'esprit, peut-on savoir si d'autres êtres intelligents sont présents et répandus dans la galaxie? En pensant tout ce à quoi la Terre a survécu, c'est un miracle que nous ayons une planète comme la nôtre. Et tout cela nous paraît unique, mais l'est-ce vraiment? Il y a 100 000 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et il y a jusqu'à 200 milliards de planètes, dont environ 300 000 exoplanètes capables d'habiter le type de vie que nous connaissons. Parmi ces planètes habitables, est-il possible de savoir lesquelles pourraient abriter des êtres désireux de nous envoyer un email? On ne va pas s'amuser à compter les individus, bien sûr. L'équation de Drake peut nous donner une estimation approximative si nous calculons la moyenne de quelques facteurs clés. Elle commence par déterminer combien de planètes abritant la vie seraient suffisamment intelligentes pour communiquer. Les chiffres sont énormes, si l'on considère le nombre d'étoiles et de planètes qui les entourent. Et à partir de là, nous réduisons encore ce nombre en ne considérant que celles qui se trouvent dans la zone habitable de leur système solaire. On appelle cette zone la zone boucle d'or, car elle n'est ni trop éloignée de l'étoile, ni trop proche d'elle. Elle se trouve juste où il faut. Nous réduisons ensuite encore plus les chiffres en calculant lesquelles de ces planètes habitables sont théoriquement capables d'accueillir la vie. Et à partir de tout cela, l'équation nous donne une estimation du nombre d'êtres suffisamment intelligents pour communiquer. Les paramètres sont compliqués et l'équation n'est pas facile à expliquer. Mais d'après ces calculs, il pourrait y avoir jusqu'à 100 millions de planètes abritant des civilisations intelligentes. Mais tout comme chez nous, il est très probable que ces civilisations connaissent de grandes difficultés. Il faut ajouter le facteur événement catastrophique à l'équation, les impacts d'astéroïdes, les éruptions solaires, les supervolcans et les supernovas. Et puis il y a aussi l'éventualité de l'autodestruction par la technologie, la domination de l'intelligence artificielle et les nanotechnologies, ou encore les désastres écologiques, l'épuisement des ressources naturelles, ou la stupidité tout simplement. Si nous mettons tous ces éléments dans l'équation, il nous reste environ 15 000 civilisations. Mais que pourraient bien-elles vouloir aux humains? Nous avons une abondance de matériaux qui pourraient leur être très utiles. Prêts à être récoltés, faciles à obtenir.
En plus de la grande quantité d'eau qu'elle pourrait aspirer, l'hydrogène étant un élément indispensable au combustible des fusées. Pourtant, ces choses ne sont pas vraiment rares dans la galaxie, et elles pourraient être obtenues plus facilement dans d'autres systèmes solaires ou sur des astéroïdes moins éloignés. Notre technologie, toutefois, pourrait les intriguer. Toute la palette des innovations réalisées d'un continent à l'autre nous a ouvert des voies technologiques extrêmement variées et prometteuses. Il est possible que ces autres civilisations aient suivi des chemins complètement différents et n'aient pas fait autant de découvertes aussi capitales. Pense au karaoké, par exemple. Même chose en ce qui concerne les sciences appliquées, et leurs sciences en seraient grandement affectées. Du coup, la nôtre leur apporterait de précieuses solutions. Ensuite, il y a cette chose parmi les plus rares dans la galaxie, le fait que la Terre puisse accueillir la vie. Un voyageur intergalactique y verrait une aubaine. Il n'y aurait pas à adapter la planète afin de la rendre hospitalière. Alors pourquoi ne pas simplement la prendre ? Ce confortable avant-poste ferait une charmante petite destination de vacances ou prendre du repos entre deux conquêtes. Heureusement, il est peu probable qu'ils aient envie de nous manger, ou qu'ils aient d'appétit pour quoi que ce soit sur Terre. Il leur faudrait posséder un système biochimique similaire pour cela, avec des enzymes capables de traiter les molécules qui nous composent. Ouf ! Mais il reste très probable qu'ils souhaitent éliminer toute concurrence. La plus grande menace pour eux, c'est tout ce qui pourrait constituer un défi à leur domination. Mais n'aie pas trop peur. Tout cela n'est fondé que sur le comportement humain. Il est très possible que ces êtres ne ressentent pas nos émotions les plus communes. Par exemple, leur capacité à se mettre en colère pourrait être limitée. Ils pourraient même très bien avoir évolué sans elle. Ils pourraient venir d'un monde très différent du nôtre, plus paisible, et ce serait le terrien alors le méchant de l'histoire. Mais ils pourraient également manquer d'empathie et des autres traits positifs qui nous caractérisent. Espérons qu'il n'ait que nos traits positifs. Par chance, il est impossible de ne pas prendre en compte le facteur distance. La galaxie est immense et il faut beaucoup de temps pour aller d'un endroit à un autre, même jusqu'au plus proche système solaire voisin. L'objet le plus rapide que nous avons envoyé dans l'espace est la sonde Galileo, qui voyage jusqu'à 170 000 km/h. Même à cette vitesse, il nous faudrait 72 000 ans pour atteindre le système stellaire le plus proche, Alpha Centauri. Avec une sonde guidée par laser pouvant atteindre 1/5 de la vitesse de la lumière, il faudrait une vingtaine d'années pour faire le voyage. La Voie lactée fait plus de 105 700 années-lumière de diamètre. Si une civilisation était capable de voyager à la vitesse de la lumière, il lui faudrait des centaines de milliers d'années pour aller d'un bout à l'autre. Avec toute la distance qui sépare ce petit nombre de civilisations calculées, la seule possibilité de contact serait le développement très avancé de technologies de transport interstellaire. Mais pour effectuer un voyage aussi long, plus la masse à accélérer est importante, plus il faut d'énergie. Il est donc peu probable que des objets très grands soient envoyés. Ils pourraient cependant voyager jusqu'ici très rapidement dans une petite navette capable de transgresser les lois de la vitesse cosmique. Et peut-être sont-ils déjà ici, à nous observer ou à regarder Netflix. Mais selon les calculs des scientifiques, seules 2 des 15 civilisations mentionnées seraient capables d'atteindre un niveau de développement supérieur et suffisant. Cela signifie qu'il y a 0,01% de chances que des civilisations mal intentionnées nous rendent visite bientôt. S'ils savent que nous existons, et s'ils veulent entrer en contact avec nous, il leur faudra probablement des milliers, voire des millions d'années pour y arriver. Nous pouvons donc nous détendre encore un moment, par exemple en regardant Sympa. Le 7 janvier 1610, le célèbre astronome italien Galileo Galilei a fait une découverte étonnante à l'aide de son télescope fait maison. 4 lunes en orbite autour de la planète Jupiter. D'ailleurs, de nos jours, tu peux fabriquer ta propre version de son télescope en utilisant des tubes en carton, des lentilles et de la superglue. Le principe de ce télescope est de placer 2 lentilles à la bonne distance l'une de l'autre. Tu auras besoin de 2 lentilles, une concave et une convexe. Autrement dit, une incurvée vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Le premier télescope de Galilée était capable de grossir les objets environ 8 fois. Il a continué à l'améliorer jusqu'à ce qu'il atteigne un facteur de grossissement d'environ 20. Mais revenons à l'histoire principale. Lorsqu'il a aperçu pour la première fois ces 4 lunes de Jupiter, il a cru qu'il regardait simplement un amas d'étoiles.
mais il a vite remarqué que ces objets spatiaux semblaient se déplacer selon un schéma régulier. Il lui a fallu quelques semaines pour comprendre que ce qu'il voyait n'étaient pas des étoiles, mais des lunes qui tournaient autour de Jupiter. Galilée a d'abord nommé ces lunes 1, 2, 3 et 4. Mais soyons honnêtes, ce n'étaient pas les noms les plus créatifs. Comme d'autres lunes de notre galaxie ont été découvertes par la suite, le système numérique pour les nommer est devenu confus et peu pratique, et il n'a duré que quelques siècles. De nos jours, ces 4 satellites les plus grands de Jupiter se nomment Io, Europe, Ganymède et Callisto. On les appelle collectivement les lunes galiléennes en l'honneur de l'homme qui les a remarquées le premier. La découverte de Galilée a été cruciale pour notre compréhension ultérieure de l'astronomie. Au départ, on croyait que les autres objets tournaient autour de la Terre puisqu'elle était considérée comme le centre de l'univers. Nous savons maintenant qu'il y a des centaines de lunes dans notre système solaire. Cependant, on ne découvre pas si souvent de grandes lunes comme celle découverte par Galilée. Une lune est considérée comme grande lorsqu'elle est de la taille de notre planète, voire plus grande. Ganymède, par exemple, est plus grande que Mercure. En fait, on qualifie Ganymède de lune simplement parce qu'elle tourne autour de Jupiter. Sinon, elle a toutes les autres caractéristiques d'une planète. Ce n'est pas une surprise que Jupiter est les plus grosses lunes du système solaire. Elle surpasse toutes les autres planètes en taille et en masse, et il n'est donc pas étonnant qu'elle ait attiré beaucoup d'autres objets vers elle. On pense que Jupiter possède au total près de 80 lunes, dont seulement 53 ont reçu un nom officiel à ce jour. La première de ces lunes jupitériennes à être découverte par Galilée a été Io. Ce qui la distingue, c'est qu'elle a beaucoup de volcans. Io est le seul objet spatial à avoir des volcans actifs dans notre système solaire, à part la Terre. Elle est aussi surnommée la lune de feu et de glace, à cause de ses champs de neige composés de dioxyde de soufre. La couche extérieure d'Io est tachetée avec de multiples couleurs comme l'orange, le noir, le jaune, le blanc et le rouge. C'est probablement la raison pour laquelle la NASA l'a décrite comme une pizza géante couverte de fromage fondu et d'éclaboussures de tomates et d'olives mûres. À cause de ce soufre, Io ne sent pas très bon, une odeur semblable à celle d'un œuf pourri. Il y a plus de 100 montagnes à la surface de cette lune, et elles sont beaucoup plus grandes que celles que nous voyons sur Terre. Certaines sont même plus hautes que l'Everest. En moyenne, ces chaînes de montagnes mesurent 6000 mètres de haut et 157 km de long. À cause de ces volcans actifs et des radiations intenses sur Io, il y a peu de chances que la vie telle que nous la connaissons puisse exister ici. Mais qui peut affirmer qu'il ne peut pas y avoir une autre forme de vie ? La lune suivante sur la liste des lunes galiléennes est Europe, la plus petite des 4. Sa taille est comparable à celle de notre propre lune. Europe a une surface entièrement glacée, avec juste quelques cratères disséminés ici et là. Grâce à cette couche extérieure, Europe est très réfléchissante, ce qui en fait l'une des lunes les plus brillantes. Quant à son âge, les scientifiques pensent que sa surface a entre 20 et 180 millions d'années, tandis que la Lune elle-même a environ 4,5 milliards d'années. Ce qui se cache sous cette surface glacée est impressionnant. Elle pourrait même détenir le secret de la vie en dehors de la Terre. La glace se forme ici de 2 façons. La première est la congélation, un processus plutôt explicite. La glace grandit simplement à mesure que le milieu environnant devient de plus en plus froid. L'autre méthode est beaucoup plus fascinante. Une couche d'eau surfondue, se trouvant sous l'enveloppe de glace, réagit lorsqu'elle est agitée. Elle génère alors ces cristaux qui donnent l'impression qu'il neige à l'envers, flottant vers le haut jusqu'à la couche de glace sous laquelle il se trouve. Tu peux recréer cet environnement toi-même à la maison. Prends une bouteille d'eau purifiée et mets-la au congélateur. Si tu n'as pas d'eau purifiée à proximité, fais simplement bouillir de l'eau plusieurs fois pour te débarrasser d'autant d'impuretés que possible. Comme il n'y aura pas de particules à l'intérieur, une fois dans le congélateur, elle ne deviendra pas solide. Mais si tu sors ensuite la bouteille du congélateur et que tu la secoues, l'impact fera rapidement cristalliser l'eau, lui donnant une consistance semblable à de la neige fondue. Il y a peut-être de l'eau sur Europe, mais jusqu'à présent, il y a peu de preuves que la vie existe sur cette lune. Cependant, c'est l'une des meilleures candidates du système solaire pour une habitabilité potentielle. Certaines formes de vie pourraient s'adapter pour vivre dans son océan sous la glace.
Cet environnement est très probablement similaire à celui que l'on trouve dans les évents hydrothermaux de notre planète, cachés au plus profond de nos océans. La quantité d'oxygène dans l'atmosphère d'Europe est très faible, mais en 2013, la NASA a trouvé des indices prometteurs qui soutiennent encore une fois la théorie selon laquelle il y a un potentiel de vie sur cette Lune. En effet, il semble qu'Europe pourrait éjecter de l'eau dans l'espace. Si cela est confirmé par de futures observations, cela pourrait aussi signifier qu'Europe est géologiquement active. Cela pourrait aussi s'avérer utile si nous parvenons un jour à en étudier les sources d'eau. La plus grande des lunes galiléennes est Ganymède. C'est aussi la plus grosse lune de notre système solaire tout court. C'est un objet spatial de faible densité dont la taille est similaire à celle de Mercure, mais qui représente seulement la moitié de sa masse. Cependant, Ganymède est la seule lune à posséder son propre champ magnétique. Il est toutefois assez faible et nous pouvons à peine le remarquer depuis la Terre, car il est éclipsé par le champ magnétique beaucoup plus puissant de Jupiter. Un autre aspect intéressant de Ganymède est que son atmosphère contient de l'oxygène. Mais ne t'emballe pas trop, c'est loin d'être suffisant pour que des formes de vie y prolifèrent. En décembre 2021, un clip audio de 50 secondes a été publié. Il avait été enregistré par la sonde de la NASA lors de son survol de Ganymède. Pour les non-initiés, les sons ressemblaient davantage à ceux d'une vieille connexion Internet. Mais en raison de ses airs excentriques, Ganymède a rapidement été surnommée la lune chantante de Jupiter. Enfin, pour clôturer la liste des lunes galiléennes, on trouve Callisto, ou l'objet le plus fortement cratérisé de notre système solaire. Ce qui est intéressant avec cette lune, c'est que son paysage a à peine changé depuis sa formation, et les scientifiques débattent encore de la raison de ce phénomène. La plupart des autres objets spatiaux subissent des tas de changements tout au long de leur vie, en raison d'événements comme des collisions avec d'autres objets, des changements d'orientation ou de vitesse, ou des réactions chimiques qui se produisent à leur surface. Callisto a aussi à peu près la taille de la planète Mercure, mais sa densité est également plus faible. Le champ magnétique de Jupiter a un impact moindre sur Callisto, car cette dernière est la plus éloignée de la géante gazeuse. On estime que sa surface a un âge stupéfiant de 4 milliards d'années. Contrairement à Io, Callisto n'est pas géologiquement active, mais les scientifiques pensent qu'un océan pourrait se cacher sous sa surface, qui pourrait potentiellement abriter de la vie. Le fait qu'elle soit moins touchée par le champ magnétique de Jupiter signifie qu'elle présente des niveaux de radiation plus faibles. Étant donné cet environnement approprié, nous finirons peut-être par y installer un jour une base humaine en vue d'une exploration future. Une main fantomatique géante s'étend dans l'espace. Ses doigts sinistres tendent la main vers un nuage rougeoyant qui ressemble à de la lave spatiale en fusion. Bien que cela ressemble à une scène tout droit sortie d'un film de science-fiction, c'est 100% réel. La main s'est formée après qu'une énorme étoile se soit effondrée au cours de l'énorme explosion d'une supernova. L'explosion a créé une nouvelle étoile qui déborde d'énergie. L'énergie dégagée par l'étoile est si grande qu'elle a fait tourbillonner les débris de l'explosion autour d'elle. C'est ce qui a créé cette main à l'aspect surnaturel. La main est si grande qu'elle s'étend sur une distance colossale de 150 années-lumière. Quant à la structure ressemblant à de la lave qu'elle cherche à atteindre, il s'agit en fait d'un énorme nuage de gaz. Même si c'est un peu effrayant, c'est totalement inoffensif. Et tu peux t'endormir ce soir sans craindre qu'une main fantomatique géante de l'espace ne te sorte du lit. Il y a une étoile bizarre cachée dans les profondeurs de l'espace qui semble s'allumer et s'éteindre de façon aléatoire. On l'appelle l'étoile de Tabi, et sa lumière s'éteint à des intervalles irréguliers et pendant des durées vraiment étranges. Il y a eu beaucoup de théories sur la cause de ce phénomène, des pluies de météores aux interférences spatiales. L'hypothèse d'une pluie de comètes a été rapidement écartée. La poussière des comètes qui bloquerait la lumière disparaît au bout de quelques mois. L'étoile de Tabi s'éteint lentement sur des décennies, donc le timing ne correspond pas. Cela ne peut pas non plus être dû aux planètes, car aucune planète n'est assez grosse pour bloquer autant la lumière d'une étoile. Après des années de spéculation, les scientifiques ont enfin trouvé une explication à cet étrange phénomène. L'assombrissement et l'éclaircissement sont en fait le résultat de la poussière spatiale. Un anneau de poussière entoure l'étoile, ce qui bloque temporairement sa lumière. Au 8e jour de sa mission, en 2019, le rover lunaire chinois a découvert quelque chose de vraiment étrange sur la face cachée de notre Lune, qui a attiré l'attention du monde entier.
Alors qu'elle naviguait autour d'un groupe de cratères lunaires, elle a repéré quelque chose de vraiment bizarre qui se cachait dans l'un des trous de la Lune. Il s'agissait d'une substance colorée semblable à du gel que nous n'avions jamais rencontré auparavant. La curieuse matière était d'une riche couleur vert foncé et brillait comme des diamants. Après un an d'analyse de l'échantillon de cette substance étrange, qui mesurait 50 cm de long sur 15 cm de large, les scientifiques sont enfin arrivés à une conclusion. L'effet scintillant semble provenir du verre. Dans l'espace, il apparaît généralement à la suite de la fusion d'un impact. Cela signifie qu'il provient très probablement d'une comète ou d'une roche qui a heurté la Lune et a fondu lors de la collision. Mais même s'il est probable que cette substance étrange ne soit qu'une roche fondue, les scientifiques n'en sont pas sûrs à 100%. Cela est dû au fait que les photos ont été prises dans de mauvaises conditions d'éclairage et qu'il y avait un tas d'autres facteurs qui ont fortement altéré la qualité des images. Le jury n'a toujours pas tranché dans cette affaire. Un énorme concombre de l'espace flotte dans la galaxie et personne ne sait vraiment d'où il vient ni pourquoi il est là. Bon, ce n'est pas exactement un concombre, ni un cornichon. Il s'agit plus probablement d'une roche très allongée. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait dépasser 1 km de long tout en étant large de seulement 165 mètres. Elle se déplace si rapidement qu'il est impossible qu'elle soit liée à la gravité de notre Soleil, ce qui signifie que l'objet étrange a été formé quelque part en dehors de notre système solaire. Nous ne savons même pas depuis combien de temps il erre dans l'espace. On estime qu'il est entré dans notre système solaire à l'époque victorienne, mais qui sait où il a voyagé avant cela ? Pendant des années, on nous a dit qu'il y avait 8 planètes dans notre système solaire. 9 si l'on compte Pluton, qui a été expulsé du club il y a quelques années. Mais tout cela pourrait bien être sur le point de changer. Il y a peut-être un énorme monde secret qui se cache au milieu de notre système et que les scientifiques appellent Planète 9. Cette planète, encore non découverte, pourrait se trouver bien au-delà de Neptune. Il y a des amas d'orbites apparemment inexpliquées dans cette région et cette 9e planète cachée pourrait l'expliquer. La planète, si elle existe, ferait 10 fois la taille de la Terre, mettrait au moins 10 000 ans à tourner autour du Soleil et serait située 200 fois plus loin que notre planète. C'est pourquoi il a été si difficile de l'identifier, car il est presque impossible d'en prendre une photo. En 2019, 30% de la zone dans laquelle la planète est susceptible de se trouver avait été fouillée. Il faudra encore au moins 2 ans pour couvrir la zone restante. Pendant ce temps, nous attendrons cramponnés à nos sièges, ou pas. D'étranges ondes radio descendent sur la Terre et les scientifiques sont déconcertés. Ces sursauts radio rapides sont soudains, inexpliqués et ne durent que quelques millisecondes. Nous avons détecté ces signaux étranges pour la première fois en 2007 et depuis, les chercheurs se grattent la tête. Ils semblent venir de l'extérieur de la Voie lactée, à des millions d'années-lumière. Pour que nous les captions d'aussi loin, ils doivent émettre plus d'énergie en une fraction de seconde que le Soleil en 80 ans. La plupart de ces signaux ne se sont manifestés qu'une seule fois, ce qui aurait rendu leur identification beaucoup plus facile, jusqu'à ce que tout cela change en 2017. En août, un signal a été capté qui s'est répété 93 fois, ce qui a écarté les spéculations selon lesquelles les signaux étaient causés par des événements ponctuels aléatoires. À ce jour, nous ne savons toujours pas ce qui cause ces signaux. En 2014, la NASA a capturé une image surprenante du Soleil qui a montré qu'il aimait peut-être se déguiser. Une tempête éclatante de champs magnétiques a donné au Soleil l'apparence d'une lanterne flamboyante. Ce qui est encore plus étrange, c'est que l'image a été capturée le 8 octobre. Cela a été possible grâce à ce qu'on appelle les régions actives. Ce sont en fait des zones du Soleil qui ont des niveaux de lumière et d'énergie plus élevés. C'est ce qui donne l'aspect flamboyant des images. La lumière forme 2 yeux, un nez et une large bouche dentelée qui sourit. Heureusement, ce look n'est qu'une coïncidence, et il n'y a pas de passionnés de sculpture sur citrouille qui se cachent dans les profondeurs de l'espace. Les fans d'astronomie ont repéré ce qui ressemblait à une cuillère sur la surface de Mars. Elle était à moitié recouverte de poussière. Ils l'ont remarqué après la publication des images d'un rover martien. Mais aussi effrayante que puisse paraître cette argenterie suspecte, ce n'était qu'un effet de lumière. La cuillère n'est qu'un vieux caillou ordinaire, bien qu'il ait une forme un peu bizarre. Le jeu d'ombre sur la photo fait que l'objet ressemble encore plus à une cuillère. Ce globe oculaire cosmique flottant quelque part parmi les étoiles n'est pas un œil de taille normale. Il a un incroyable diamètre de 1060 km. L'une des lunes de Saturne, Thétis, est devenue une sorte de célébrité pour les fans de l'espace. Cette lune sphérique présente un grand cratère qui la fait ressembler à un globe oculaire interplanétaire géant.
Il y a même une série de pics à l'intérieur du cratère qui ressemblent à un iris. Saturne a une bande de 60 lunes au total, et Téthys n'est pas la seule qui ressemble à un objet terrestre aléatoire. Prométhée ressemble à une pomme de terre, Atlas ressemble à une pita fraîchement servie dans un restaurant grec, et Mimas ressemble même à un vaisseau spatial menaçant. Et puis il y a ça, un œil de chat géant en plein milieu de l'espace. Son nom officiel est NGC 6543, mais c'est long et un peu ennuyeux, alors la plupart des gens l'appellent la nébuleuse de l'œil de chat. C'est d'ailleurs l'une des premières nébuleuses à avoir été découverte. Comme d'autres nébuleuses, elle a été formée par une étoile qui s'est débarrassée de sa couche externe de gaz. Le gaz s'est détaché et a produit cette structure étonnante et intrigante. L'étoile rejette cette couche de gaz tous les 1500 ans. Chaque fois qu'elle fait cela, elle crée une nouvelle coquille de poussière spectaculaire. Moi, ça ne fait pas ça quand je rejette du gaz.